Voilà, et Christophe Lanfalussy, grand reporter à la Libre Belgique et co-auteur avec Georges Dallemagne de ce livre Le clandestin de Daesh, publié aux éditions Ken, est avec nous. Merci à vous, Christophe Lanfalussy. Vous suivez donc ce procès des attentats de Paris également. Vous étiez hier à la première journée d'audience. Est-ce que cette première journée va donner le ton des 9 mois à venir avec ces hurlements de Salah Abdeslam ? Oui, il était vraiment dans la provocation, puisque dès le début, il a exprimé son opposition. Il s'est, contrairement au procès qui a eu lieu en Belgique, ce qu'on appelle le procès de la rue Dries, il s'est levé lorsque le président lui a demandé de se lever. Donc, il reconnaît quelque part le tribunal. Mais je pense qu'il va, si on voit la journée d'hier, qu'il va en profiter pour faire passer un certain nombre de messages. Quel type de message, à votre avis ? Le message, d'abord, qu'il est victime. C'est ce qu'on a entendu hier, on est traités comme des chiens. On est traités comme des chiens, il est victime et qu'il est profondément religieux. Il se propose aussi, il se définit aussi comme un combattant de l'État islamique, mais il n'est jamais allé en Syrie. Alors dans votre livre, Le clandestin de Daesh, vous revenez sur l'importance d'un homme dont on parle moins que Salah Abdeslam et Abdelhamid Abaoud. Il s'agit du belgo-marocain Oussama Attar, cerveau lui aussi, je dirais, donc des attentats de Paris et de Bruxelles. Qui est cet homme ? Mais c'est une véritable énigme. Quand on voit la liste des 20 accusés, Oussama Attar est le seul qui est accusé d'être dirigeant d'un groupe terroriste par le parquet, par le PNAT français et par le parquet belge également pour les attentats de Bruxelles. Pourtant, cet homme est passé littéralement sous les radars. Il a grandi en Belgique, il s'est radicalisé au contact notamment du cheikh Bassam, qui est très connu en Belgique et en France aussi. Il est parti en Syrie, où il a étudié le Coran, mais il est parti juste au moment où les Américains envahissaient l'Irak. Donc il a basculé de la Syrie vers l'Irak. Où il a été arrêté par les Américains. Où il a été arrêté par les Américains. Il a été dans une prison qui s'appelle Camp Bouka, où il a rencontré les futurs dirigeants de l'État islamique. Et puis la Belgique a tout fait pour le rapatrier. D'abord le gouvernement et ensuite il y a eu une campagne publique. Et le problème, c'est que la Belgique avait dit nous le rapatrions, nous le surveillerons et il n'aura pas de passeport. Ça s'est pas du tout passé comme ça. Ça s'est pas du tout passé comme ça. L'idée, c'était de faire comme ce qu'on avait fait avec les détenus de Guantanamo. C'est-à-dire qu'ils pouvaient revenir en Belgique à la condition qu'il n'ait pas de passeport et toute une série de choses. Quand Oussama Attar est revenu en 2012 en Belgique, il a été inculpé de participation à un groupe terroriste et puis laissé en liberté. Et quelques mois plus tard, il a demandé un passeport qu'il a obtenu très facilement, en quelques semaines. Il est parti une semaine en Tunisie, on ne sait pas très bien ce qu'il y a fait, et une semaine après ce retour de Tunisie, il est retourné en Syrie. Est-ce qu'on peut imaginer quel est son rôle exact dans les attentats de Paris et de Bruxelles ? Mais le rôle qu'on lui impute, c'est d'être le fameux Abu Hamad, c'est-à-dire celui qui va donner les ordres à partir de Raqqa, qui va encadrer les commandos qui partent de la Syrie, qui traversent toute l'Europe dans le flot des migrants, qui arrivent finalement en Belgique et qui de Belgique vont frapper la France. C'est celui qui va leur donner les numéros de passeurs pour traverser la mer. C'est celui qui va leur donner des mandats d'argent. Et donc, c'est vraiment l'homme qui est aux manettes en Syrie. Et d'après les sources des services secrets français, la DGSI française, il était le chef des opérations extérieures de l'État islamique. Donc, il était extrêmement haut gradé et dépendant directement de Adnani, qui était le numéro 2 de cette organisation. Alors dans votre livre, vous mettez aussi en évidence le problème de radicalisation qu'il y a eu dans le quartier de Laeken à Bruxelles, dont il est issu. Comment expliquer qu'il y a eu cette espèce de vivier ? On sait qu'il y a énormément de jeunes Belges aussi qui sont partis faire le djihad en Syrie. Je pense que la grande faute, c'est d'avoir laissé des filières salafistes et djihadistes s'exprimer et s'implanter à Bruxelles depuis les années 80 à peu près. Vous parlez de l'importance de l'Arabie Saoudite qui finançait notamment des projets immobiliers pour des mosquées, des écoles coraniques. Et entre contreparties, ils devaient donc, ceux qui obtenaient ces biens immobiliers, ces mosquées, professer un islam radical. Exactement, c'est ça. Donc les gens allaient chercher de l'argent à la grande mosquée de Bruxelles, où on leur donnait facilement de l'argent et des livres aussi. Et puis il y a eu toute la propagande aussi salafiste sur Internet qui a joué un rôle. Et aussi toute une série d'imams ou de prédicateurs qui étaient extrémistes, je dirais. C'est donc l'incapacité ou le manque d'investissement de la Belgique et des pouvoirs publics, et des pouvoirs publics dans le contrôle et la surveillance
de ces filières-là, qui, à mon avis, a joué un rôle. Merci beaucoup Christophe Lanfalussy d'être venu sur le plateau de TV5 Monde. Vous êtes donc l'auteur de ce livre, Le clandestin de Daesh, aux éditions Ken, livre que vous co-publiez avec Georges Dallemagne, que nous recevons régulièrement sur TV5 Monde. Merci d'avoir été avec nous, c'est un livre passionnant et très instructif. Merci pour votre Merci d'avoir été avec nous.